Bonsoir, bienvenue dans votre session d'information du soir. Nous sommes le lundi 28 décembre 2020, il est pile à votre monde 18h30. C'est l'heure de votre session d'information régionale. Et tout de suite, les principaux titres au sommaire de cette édition. La situation s'embourbe dans le conflit qui oppose les salariés de la Sablière à leur direction. Aujourd'hui, ils ont bloqué une filiale du groupe au Lamentin. L'Agence régionale de santé et la Croix-Rouge vont désormais à la rencontre de la population sur les plages pour proposer un test Covid. L'UTHR-UGTG veut sa part du gâteau. Ils estiment que l'avalanche de touristes pour les fêtes de fin d'année ne doit pas profiter aux seuls actionnaires. Je vous retrouve tout de suite pour le développement de ces titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les salariés de la Sablière de Gourbert en grève depuis maintenant plusieurs semaines campent solidement sur leur position. Pour faire plier la direction, aujourd'hui, ils sont à nouveau passés à l'offensif en bloquant la centrale Transbéton au Lamentin. Ils estiment que les 3 points sur lesquels portent leurs revendications, l'embauche de 4 intérimaires, l'augmentation du ticket restaurant de 7 à 9 euros et le paiement des jours non travaillés sont non négociables et indispensables avant la reprise de toute activité. Voyons ce reportage de Félix Olivier. La Sablière de Guadeloupe, effectivement, nous bloquons ces 3 points qui embauchent à 4 salariés, 4 intérimaires et aussi tickets proposés qui étaient à 7 euros et qui sont proposés à 9 euros. Et notamment les indemnités effectivement de jours non travaillés. Parce que aujourd'hui, si nous entrons en grève, c'est parce que c'est des points de droit qui peuvent être respectés par l'employeur et la loi a bien dit. Là où vous voyez pas ces points de droit et que les salariés entrent en mouvement, vous sont censés payer les jours de non-travail. On a pensé qu'il n'y avait pas pour ce moment-là, mais on va laisser y aller pour voir juste la personnel là qui arrive parce que pour eux, il y aura pensé qu'il y a certains maillons faibles entre nous. Mais aujourd'hui, nous avons bien dit que nous puis remonter que d'habitude et que nous que champions. Il y a des effectivement un point qui était similaire, c'était la prime de risque et que nous arrivons à trouver déboucher en la fédération du bâtiment qui a permis effectivement le 14 janvier que nous commençons à discuter des points là ça. C'est ça qui a été demandé à nous. Et que aujourd'hui, tout naturellement, les camarades aussi nous ont descendu des points, mais ni les jours d'indemnisation de jours non travaillés qui pas non plus payés. Alors c'est pour ça que nous debout là. Et aujourd'hui, devant l'entreprise là, ça nous debout parce que c'est une filiale à Krayadé. L'Agence régionale de santé et la Croix-Rouge multiplient les opérations sur le terrain dans cette toute dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'année. Elles ont ainsi donné rendez-vous ce matin aux personnes pour se faire dépister gratuitement contre la Covid sur la plage de Grand-Anse ADM. Cette opération s'inscrit plus globalement dans la volonté des pouvoirs publics de garantir la sécurité de tous et dans cette période hautement festive où les rassemblements, notamment familiaux, sont à leur apogée. Un sujet de Félix Olivier. Ils sont très âgés et je suis en contact avec eux et en plus je dois voyager donc il est nécessaire de faire ce test. Ça a été un pur hasard, j'ai ma cousine qui est dans l'organisation qui m'en a parlé donc je me suis dit je vais essayer de joindre l'utile à l'agréable en venant sur la ville d'Odéé et profiter pour faire le test et aussi de la mer. Je pense que c'était pas prévu mais bon ça m'arrange d'être le premier et de le faire assez rapidement. Pas la seule épidémie à laquelle nous faisons face ici en Guadeloupe. Le CHU de Guadeloupe enregistre un 2e décès lié directement à la dengue. L'épidémie de dengue a commencé chez nous depuis le mois d'octobre 2019. Elle persiste malgré des indicateurs plutôt à la baisse ces dernières semaines. Sur le front maintenant social, l'UTHR-UGTG n'entend pas rester les bras croisés. Ils estiment que l'afflux opportun de touristes en Guadeloupe représente une belle aubaine financière pour les hôteliers et leurs actionnaires durant cette période de crise sanitaire. En outre, ils tiennent à rappeler à leur direction qu'ils ne souhaitent pas être les oubliés dans cette manne tombée du ciel. Un reportage de Maxime Morel. Nous ne pas contre de venir à créer en Guadeloupe. Effectivement, pour l'économie,
Est-ce que c'est bon pour l'économie? Est-ce que c'est des clients qui ont participé dans l'économie, par exemple, à acheter ou en marchand de sorbet, qui ont acheté dans le restaurant? Sauf que nous nous rendons compte que l'avantage, c'est pour les patrons. C'est pour les patrons. Celle qui nous commandé, c'est-à-dire qu'un client qui vient ici, les règles qui sont appliquées en France, qui sont appliquées, c'est-à-dire qu'il faut un test vraiment qui est négatif, un test négatif qui est falsifié. Il faut aussi qu'il applique les gestes barrières, par exemple dans l'hôtel là, il faut qu'il applique, quand il applique en France, qu'il y a porté massayo, il y a marché en l'hôtel là, il y a massayo, il y a un restaurant là, il y a rentré un restaurant là aussi, il y a massayo, parce qu'en passant nous croyons. C'est pour ça que nous demandons les directeurs de l'hôtel de faire appliquer. Parce que bien souvent, que là où un salarié, il dit à un client, bête massaille, mais il a trouvé que le salarié a agressé. Et là, vous voyez, l'employeur là a fait comprendre que ouais, vous ne pouvez parler autrement. Mais là, dans telle situation, on ne peut pas parler gentiment. Parce qu'ils savent que n'y a un protocole à appliquer, ils savent que les gens rentrent dans un restaurant fait bête massaille. En pas de là, il y a Covid dans l'hôtellerie. Parce que les discussions que nous avons avec les directeurs de l'hôtel, c'est même parole qu'il aura parlé en 2020, c'est même parole qu'il aura parlé en 2016, en 2017, en 2018, en 2019. Parole ne va pas changer. Alors pour nous, Covid toujours fait dans l'hôtellerie. Puisque là, il y aura point base que situation là raide. Mais là, vous voyez le café. Je n'ai pas pensé qu'un jour, il faut épargner pour leur habitat difficile. Alors, là, sans les nous, il y a besoin de points. Alors c'est pour ça que nous avons dit que les clients, que continuer les clients, mais les clients là qui fait, mais envers les travailleurs. Envers les travailleurs et envers les travailleurs. On va répéter encore avec tout acquis. Il ne faut pas jouer de là que vous pensez que c'est grâce, c'est pas faute à les salariés que Covid sorti. La question qui se pose très logiquement en cette période de fête est: faut-il réellement redouter un renforcement des contrôles des forces de l'ordre? La réponse est oui, évidemment. Et si le préfet de région ne peut être présent physiquement à plusieurs endroits à la fois, il délègue de plus en plus son directeur de cabinet, M. Sabri Hani, comme vous pouvez le voir dans ce sujet d'Olivier Moradel du 25 décembre dernier à Bouillante. Un contrôle du respect des mesures sanitaires applicables en Guadeloupe, donc notamment sur la plage, dans les magasins ou dans les restaurants, même s'ils sont des restaurants de plage. Par exemple, ici, nous sommes en train de contrôler avec les forces de gendarmerie le fait que nous ne soyons pas à plus de 6 sur la plage de la même entité familiale ou amicale et que, par exemple, nous n'ayons pas de pique-nique aujourd'hui parce que, comme vous le savez, j'en profite pour souhaiter un excellent Noël à vos téléspectateurs. Nous sommes le 25 décembre, c'est un jour férié et en Guadeloupe, lors des jours fériés et samedi et dimanche, nous n'avons pas le droit au pique-nique sur la plage pour éviter les rassemblements. Les contrôles sont nécessaires et pas seulement à Bouillante, sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, pour sensibiliser les gens au respect des gestes barrières, notamment le port du masque, la distanciation et l'interdiction le week-end et les jours fériés de pique-niquer sur les plages. Donc ça, c'est la première chose. Et ces contrôles ne sont pas seulement aujourd'hui, ils ont lieu depuis de nombreux jours, depuis le début de la crise sanitaire, et ils se poursuivent tous les jours sur les lieux de rassemblement. C'est fait pour rassurer, ça nous rassure aussi, parce que lorsque l'on vient de métropole, on n'est pas forcément au courant des mesures sur l'île de la Guadeloupe. Donc on est un petit peu perdu. Donc ils sont là aussi pour nous informer et puis nous réexpliquer un petit peu la démarche autour de ces masques et des règles à appliquer. C'est bien, c'est un petit rappel. Donc en fait, c'est pas une sanction, c'est vraiment un rappel humain pour nous protéger, la population. Et je les félicite d'être là quand même pour nous. Dans l'ensemble, les gens, vous l'avez pu voir tout à l'heure, les gens sont assez compréhensifs, ils comprennent les mesures. Souvent c'est par oubli, parfois par négligence, c'est très rarement par provocation contre l'ordre. Grosso modo, les gens, dans leur immense majorité, respectent effectivement ces consignes et c'est bien parce que ce sont des consignes de protection pour nous protéger les uns et les autres, aussi bien les vacanciers, les gens de passage, les retours pays, comme on dit, les étudiants par exemple qui reviennent en famille, aussi bien que les locaux. Donc ce sont des mesures applicables à tous et on doit effectivement souligner la grande mobilisation des forces de l'ordre bien évidemment, mais également de tous les services et opérateurs de l'État missionnés par le préfet pour que nous
nous envisageons le respect de ces règles tel que c'est le cas, mais on fait gaffe quand même à ce que ce soit absolument le cas partout en tout point du territoire. Et pour les passionnés de foot, tout le monde est à l'affût de cette filiale de la Coupe VYV 2020, anciennement appelée Coupe Margaillard, qui verra s'opposer ce mardi 29 décembre à 20h30 au Stade des Abîmes, le CSM du Moule aux Aiglons de la Martinique. Les deux équipes peaufinent en ce moment même leurs stratégies respectives offensives et défensives. Qui du CSM ou de l'Aiglon remportera le titre? Une conférence de presse s'est tenue ce lundi matin à l'hôtel Caribéa. Écoutons ce qu'en disent les deux adversaires au micro de Maxime Morel. Toujours jamais 203. On a remporté à 2 reprises cette compétition. Donc d'ailleurs 2 fois en Martinique. Ce serait bien qu'on puisse aussi le faire en Guadeloupe. Je crois que le faire en Guadeloupe, ça aura une toute autre valeur. Mais nous savons très bien aussi que l'Aiglon est venu pour les mêmes raisons. Donc ce ne sera pas une partie facile. Mais je pense qu'on a des armes quand même malgré tout, malgré une partie de notre effectif assez jeune. On n'est pas au meilleur de nous-mêmes, mais on a des armes qu'il faut pour passer cette finale. Notre objectif, c'est de remporter la finale. On a une équipe qui a faim de titre. Donc depuis le 1er juillet, avec le nouveau staff, on travaille pour ça, en ce sens. On a déjà remporté une finale au niveau local, avec le club franciscain. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher cette finale sur le plan des Antilles. Déjà, il faut digérer le match d'hier. Je crois que c'est la priorité du jour. Donc, entraînement de récupération, décrassage. Donc, les joueurs sont au calme en ce moment, justement, en train de prendre un bain de mer. Donc, je crois que c'est la priorité du jour. Après, à partir de cet après-midi, il y a encore un autre entraînement qui va arriver. Donc, on va préparer à partir de là la mise en place du match de demain. Je suis en train de récolter quelques informations sur l'adversaire par rapport à leur match d'hier, mais aussi leur qualité et leurs points faibles par rapport aux autres matchs qu'ils ont pu faire avant. Donc on va essayer de l'aborder dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire mettre toutes nos chances de notre côté, avoir une équipe compétitive qui soit digne de ce que le public guadeloupéen attend de nous. En tout cas, nous, on ne va rien laisser au hasard et on va essayer d'être au meilleur de nous-mêmes comme on l'a fait à chaque fois à cette occasion. Si on veut gagner des titres, il faut gagner le prochain match. Donc le coach va mettre un plan de jeu en place qu'il faudra qu'on respecte pour pouvoir remporter ce match comme on fait depuis maintenant pas mal de temps. Et cette finale, rappelons-le, sera diffusée en direct demain soir à 20h30 sur nos antennes Canal 10. Nous invitons tous les amoureux du foot, du ballon rond à être présents sur la chaîne Canal 10 pour regarder ce match de finale qui va opposer le CSM du Moule aux Aiglons de la Martinique. Mais avant d'accéder à cette finale, les joueurs des Aiglons ont mis en échec par un score sans appel de 4-0 l'étoile de Matoury de la Guyane. Un sujet de Maxime Morel. Un début de match difficile, on s'y attendait parce que c'est une équipe qui a beaucoup plus de rythme que nous et on a su laisser le moment difficile passer pour au fur et à mesure entrer un peu plus dans le match et devenir meilleur. Et puis on a aussi la chance d'ouvrir le score sur notre première occasion, donc forcément ça nous permet de rester dans notre plan de jeu, de ne pas paniquer devant les vagues qui arrivaient en début de match. Et après forcément le rythme est revenu, on sait qu'on est très en retard sur toutes les équipes qu'on va rencontrer dans ce tournoi, mais on sait que la condition physique sera secondaire par rapport à la détermination et je pense qu'on pourra compter sur nous sur ce point-là. Bilan très mitigé parce que je pense que sur un fait de jeu, mon capitaine prend un rouge. Je dis que l'arbitre n'a pas été sympathique par rapport aux deux équipes. On est venu pour une compétition et je pense que sur un fait de jeu, on perd un joueur et la suite, on la connaît. On était déjà mené 1-0 et à la suite on prend des buts et après voilà. On souhaite obtenir le meilleur résultat possible qui forcément sera une victoire. Donc on espère faire une très bonne performance en finale. On sait que ça sera encore plus difficile puisque forcément plus les tours avancent, plus c'est difficile, mais on fera le maximum. Et rappelons que la petite finale, elle, sera à 18h entre le phare du Canal et l'étoile de Matoury. Restons connectés.
Et c'est l'heure de recevoir notre invité de ce journal. Il s'agit ce soir de Monsieur Georges Nandan. Il vient nous expliquer pour quelles raisons les combats de coqs sont de plus en plus prohibés en Guadeloupe. Monsieur Georges Nandan, vous êtes le président des galodromes des îles de Guadeloupe. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 et précisément au monde de ce domaine. Je salue tous les sympathisants qui pratiquent cette discipline culturelle. Patrimoine également. Comment ? Ça fait partie du patrimoine de la Guadeloupe. Tout à fait, ça appartient à notre ADN. Alors aujourd'hui, vous êtes exposé à un grand problème, une grosse problématique. Quelle est-elle ? Tout à fait. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut penser, je ne suis pas en conflit directement avec monsieur le préfet et son cabinet. Il s'avère qu'un député de la Guadeloupe, je vais nommer saluer, qui est M. Olivier Servat, qui a commencé avec moi un certain nombre d'actions pour défendre ce pacte, cette culture qui est authentiquement héritage de nos aînés pour tenir cette tradition. Vous parlez des combats de coqs, hein ? Oui, des combats, tout à fait. Il s'est investi à mes côtés depuis fort longtemps, dès qu'il est rentré à l'Assemblée nationale, pour défendre, pour revaloriser cette discipline que nous perdons, comme je le sais. Alors si j'ai bien compris, il y a quelques années, nous avions 70 galodromes en Guadeloupe et maintenant nous n'en avons plus que 6. Que 6, voilà. Qu'est-ce qui explique cette déliquescence de la pratique ? Tout simplement, c'est que de plus en plus, dans chaque commune de Guadeloupe, il y en avait 3 établissements. Comme moi, ma commune principale, Cap-Esther, il y en avait 4. Il y a eu petit à petit au cours des années. Est-ce aussi un désintérêt de la population c'est-à-dire que des combats de coqs ? Non, pas du tout. Je retrouve encore la même fièvre fervente que j'avais quand j'avais l'âge de 7 ans. Parce qu'il faut savoir que mon père était passionné. Et quand j'allais avec lui, gamin, dans ces établissements, on a l'impression de retrouver encore cette sensation. Alors pourquoi aujourd'hui le préfet est vent debout pour de plus en plus, on va dire, empêcher ce combat de coq de se tenir? Écoutez, je pense, il faut que le préfet comprenne que je n'ai rien contre lui personnellement, mais c'est que peut-être qu'il vient d'arriver en Guadeloupe et qu'il ne connaît pas vraiment cette discipline. Il a une méconnaissance, mais ses conseillers lui ont apporté... Quels sont les arrêtés ou les décisions que ce préfet, a prises? C'est-à-dire qu'il a trouvé une faille de dire, inclure cette manifestation déjà qui est faux comme un spectacle salle de jeu et un clos fermé. J'ai eu des images de mon galodrome qui est passé sur le territoire national par une chaîne concurrente que j'ai eu l'opportunité de faire un reportage avec hier. Et on constate avec grand étonnement que c'est un lieu qui est ouvert, qui a l'espace qui circule. Alors ces décisions venant de la préfecture ont été prises dans le cadre de la Covid. Oui, tout à fait. C'est vraiment en dehors de la Covid, les combats de coqs peuvent se tenir tout à fait normalement. Mais bien sûr, puisqu'en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin, à La Réunion et même à Mayotte, je vois que les combats de coqs ont repris, la saison a repris avec des gestes sanitaires de rigueur pour tenir la tradition. Mais où il y a une incompréhension au niveau de ce préfet, c'est que peut-être qu'il pense, d'après ce qu'on lui a dit, que c'est un monde à part, une salle fermée où sont des jeux d'argent, etc. Avez-vous contacté les services de la préfecture? Mais évidemment, je suis en relation avec eux depuis mars 2020, où la saison a été arrêtée brutalement, et je l'ai interpellé pour dire nous respectons le protocole, puisque c'était... Vous parlez des gestes barrières et de la distanciation sociale. Non, il faut que nos téléspectateurs puissent bien comprendre. La saison s'est arrêtée en mars 2020. Alors vous voyez, nous avons respecté le protocole, compte tenu que la Martinique a repris en mai, après que le confinement soit fini, mais nous avons tenu à être restés fermés pour des raisons toujours sanitaires, pour maintenir la situation du Covid. Et j'ai toujours entretenu avec son chargé de sécurité des échanges très concordiaux. Je lui dis que nous allons reprendre au mois de janvier 2021. Et bien entendu, à notre grand étonnement, il y a eu une première demande que j'avais formulée, qui m'avait été accordée j'avais sollicité un nombre de personnes. Mais ça a été refusé, il a demandé de baisser la capacité. Donc, alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications sur ces nombres de personnes qu'il vous autorise aujourd'hui à accueillir dans les galodromes? C'est-à-dire qu'il a demandé que ce soit au minimum un nombre restreint. Au lieu de 100 personnes, ce soit 50 personnes.
D'accord, il divise de moitié. Voilà, j'ai dit, bon, c'est équitable, on peut encore, pour tenir la tradition, pour que ça ne puisse pas disparaître complètement, puisque je vous rappelle que c'est une activité culturelle qui est amenée à si séparer ou ouvert, ou surtout pas une solution à disparaître, malheureusement. Donc j'ai accepté, j'ai dit à une cinquantaine de personnes, c'est tout à fait encore acceptable, nous sommes d'accord et nous mettrons en place les mesures sanitaires qui s'imposent. Et donc il s'est produit encore autre chose, si je comprends bien. À l'issue de cette demande, j'ai reçu, pour dire exactement le 22, un courrier de son directeur de cabinet, M. Savriani, m'informant que, conformément à ce que j'ai demandé, j'ai sollicité en tant que président des Galeries comme les îles de Guadeloupe, qu'il faut encore attendre une date et que dans l'immédiat, il y a un arrêté qui est sorti auquel notre établissement est classé en salle de jeu et fermé et qui peut pas, et qui prend fin, je crois, le 6 janvier minuit. Mais vous trouvez cette décision très arbitraire? Non, où je suis un petit peu perturbé, interpellé, je vois qu'en Martinique ou bien les autres endroits, ça continue. Alors, moi, je me demande si nous sommes un département à part entière, ou si nous avons, le préfet a quelque chose à l'encontre de ça, parce que ça peut arriver. Mais moi, je dis qu'il a une méconnaissance totale de ce qu'est la Guadeloupe. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'il est en train de favoriser la protection des populations face aux risques épidémiques? Non, parce que je vous dis que le motif réel, je vois par exemple pour le football, ils ont augmenté à 600 personnes, alors que c'était 300, 200. Donc il y a peut-être ce conseiller qui le conseille, puisqu'il a le cabinet, lui apporte des renseignements négatifs, je suppose, sur cette discipline, et qui le fait pouvoir reprendre de tels... Mais vous savez que vous n'êtes pas non plus un secteur ciblé de manière particulière. Il y a de nombreux autres secteurs qui subissent les mêmes contraintes. Je ne suis pas content, et même en France hexagonale, j'ai su qu'il y a des recours qui ont été faits devant le tribunal qui a été saisi, et qu'ils attendent le 7 janvier pour pouvoir statuer. Mais où je demande à M. le préfet de pouvoir essayer d'analyser notre situation, c'est que nous pouvons, contrairement à les informations qu'il a, c'est contraire à déjà, nous ne sommes pas un établissement de jeu, c'est un établissement sportif culturel. C'est un apport, c'est la culture que nous tenons à pouvoir conserver en Guadeloupe. Et après, c'est d'abord l'intérêt de ce combat que j'ai entrepris depuis peu de temps, c'est cela. C'est d'abord pour faire valoir et défendre notre culture qui nous appartient, que l'héritage que nous ont laissé nos aînés. Et il n'est pas question que d'autres personnes qui sortent d'horizons différents venir nous faire la leçon de morale et nous dire ce qu'on doit nous de faire. Là, je prends mes responsabilités parce que moi, à part mes connaissances, j'ai pu convenir un rendez-vous avec le cabinet du Premier ministre, M. Jean Cortex, et je serai reçu à Paris, et je l'ai fait savoir ça aussi ce matin, par un conseiller du Premier ministre qui a tout le soutien, dont il m'a fait comprendre que j'ai tout son soutien pour pouvoir essayer le préfet de reconsidérer. Vous ne passez pas par les saints, vous passez directement par Dieu. Non, mais écoutez, j'ai fait, mon cher monsieur, le choix d'interpeller d'abord localement oui, bien sûr, la tutelle qui nous administre, qui est la préfecture de la Guadeloupe, parce que jusqu'à nouvel ordre, ce sont eux qui prennent des décisions, qui autorisent ou pas des décisions. Alors on va dire. Alors vu que je sais qu'il y a un certain blocage, parce que il faut voir ailleurs, c'est mon droit. On le saisit, on a bien compris, ça. Donc j'ai une élue qui est d'origine antillaise, qui est, pour ne pas la citer, Madame Conconne, qui a été élevée dans ce domaine, qui connaît les spécificités et qui va vous accompagner pour cette rencontre du 7 janvier. De pouvoir mettre en place cette rencontre auquel que nous allons essayer de pouvoir défendre ce dossier avec toute la fugueur qu'il y a pour en sortir. Et pour la reprise des activités des Tout à fait. Mais il faut que monsieur le préfet comprenne, et ce que je tiens à préciser sur votre antenne, que j'ai rien contre lui, je ne suis pas en guerre contre lui. Vous l'avez dit 3 fois ce soir, que vous n'avez rien contre lui. Je pense que le message il est bien passé. Aux informations que j'ai eues de son cabinet cet après-midi, il croit que c'est une déclaration de guerre. Alors bien entendu que nous ne sommes pas dans cette logique. Vous défendez la reprise de l'activité. Je lui ai même dit par ses conseillers que je suis là pour pouvoir combattre à ses côtés l'épidémie de Covid-19. Alors moi, ce que je tenais à préciser... Monsieur Nandan,
on arrive au terme de cet entretien. Oui. Nous vous remercions en tout cas vous être déplacé pour venir sur Tout notre plateau. Nous saurons sans doute, nous reprendrons les informations de la rencontre qui se fera le 7 janvier prochain. Tout à fait. Vous serez accompagné, vous l'avez dit, de Mme Concon, la sénatrice de Martinique. Voilà, donc, et qui est vice-présidente du Sénat. Donc elle a la casquette d'avoir une vice-présidence, donc elle connaît très bien le président du Sénat, M. Larcher, et tout ce beau monde, je leur soutiens, et toute l'affection de pouvoir défendre ce dossier avec moi, et je remercie sincèrement le député de la Guadeloupe, M. Olivier Servat, qui ne nous a pas laissé tomber, mais il est à l'au-delà de ses capacités dans ce dossier. Il faut frapper plus fort. Voilà. Très bien. Merci, monsieur Nandan. On se donne rendez-vous à partir du 7 janvier. Absolument, avec impatience. Je suis pigmenté par cette rencontre-là. Merci, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée, monsieur Nandan. Merci à vous. Pour terminer ce journal, nous rappelons que les recherches sont toujours en cours pour tenter de retrouver madame Antoinette Griffard. Elle est portée disparue depuis plus d'un mois, c'est-à-dire depuis le 25 novembre dernier. Elle mesure 1,53 m, de corpulence plutôt mince. Elle a des cheveux grisonnants. Elle boite légèrement. Si vous avez une quelconque information qui pourrait aider à la retrouver, veuillez contacter de toute urgence les numéros suivants. Le 06 90 44 48 93 ou le 05 90 68 91 89. Et au plus largement, vous pouvez également contacter les services de police ou de gendarmerie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité. Nous saluons également tous les internautes qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à vous, bonne soirée à tous. À demain pour une nouvelle page d'information. D'ici là, portez-vous bien.